Ce projet, il vise notamment à faciliter les liens entre collectivités publiques, monde académique, entreprises et associations afin d'accélérer la transition écologique du territoire. Ce webinaire, il est également en lien avec les activités du centre marketing de la direction de la mobilité de Bordeaux Métropole, puisque les conseillers mobilité du centre accompagnent depuis maintenant plus de 10 ans les employeurs du territoire dans leur démarche de mobilité. L'objectif final de la direction de la mobilité est d'encourager le report modal lorsque celui-ci est possible et la direction travaille au quotidien sur la thématique du changement de comportement. Après, on est conscient que les leviers... Ah, il y a un problème sur la qualité du son. L'écho est-il réglé de votre côté? Oui, Est-ce oui, que c'est c'est bon? réglé. Ouais. Oui, Top, super. Du coup, on est conscient que les leviers, mais également les freins, sont nombreux sur le changement de comportement. Et du coup, ce webinaire, ça nous semble être une opportunité d'évoquer l'accompagnement de vos salariés sous un angle différent en traitant du paradigme de la communication engageante. On vous invite à noter vos questions au fur et à mesure dans le chat et elles seront traitées à la fin. Et maintenant, je laisse la main à Alexandre Pasquale, qui est enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'Université de Bordeaux. Bien, merci Clémence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais partager l'écran. Hop, vous me dites si c'est bon. C'est bon là? Ouais, c'est bon. c'est bon. Bien, alors, bon, je suis donc Alexandre Pasqua, je suis enseignant-chercheur en psychologie sociale. Je ne suis pas spécialiste de l'écomobilité. En revanche, je suis spécialiste du changement de comportement, donc qui peut être appliqué à l'écomobilité. Donc moi, je vais juste vous présenter un petit peu d'un point de vue psychosocial ce qu'on peut dire sur la question. Peut-être des pistes d'action qui pourront vous être utiles. Donc, par rapport à l'écomobilité ou par rapport à n'importe quel comportement prosocial qu'on voudrait promouvoir dans la cité, classiquement, voilà. Classiquement, lorsqu'on veut obtenir un changement de comportement, bah, en gros, on trouve dans la littérature que, on construit des messages persuasifs, plus ou moins efficaces, des campagnes de communication, de sensibilisation, de prévention, en se disant que ça va agir sur les cognitions chez les individus, c'est-à-dire leurs connaissances, leurs attitudes et leurs croyances. Et puis, on se dit que du coup, si les gens ont les bonnes connaissances, les bonnes attitudes, eh bien, ils vont adopter un comportement, un comportement recherché. Voilà. Alors ça, c'est une vision de l'homme rationnel. Il suffit d'informer, de bien éduquer, en gros, pour qu'il ait les bons comportements. Sauf qu'après plus d'un siècle de littérature en psychologie sociale, on se rend compte que c'est pas si simple, parce que l'être humain, en fait, il n'est pas si rationnel qu'on le pensait au départ. Et du coup, même si les messages persuasifs, effectivement, on sait qu'ils agissent sur les cognitions, donc connaissances, attitudes et croyances, le lien après pour le comportement, il n'est pas évident. Vous pouvez tout à fait avoir les bonnes idées et pas les bons comportements. Exemple typique, c'est le don du sang. Le don du sang, 94% des Français sont favorables et chaque année, il n'y a que 3% des gens en capacité de donner qui le font. Donc il y a un décalage entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on fait. Alors que spontanément, on a l'impression que c'est lié. En fait, ça n'est pas toujours. Alors, comment comprendre ça d'un point de vue psychosocial? En fait, il y a une théorie qui a une cinquantaine d'années qui, vous y voyez bien là? Oui, c'est bon? Qui est la théorie de l'engagement développée par Kissler, qui lui, dès les années 70, disait qu'en fait, il ne faut pas confondre ce que les gens ont dans la tête et ce qu'ils font. Ça peut être tout à fait distinct. Voilà, parce que l'être humain n'est pas rationnel. Et donc, il a mis de côté cette idée que ce qu'on a dans la tête et ce qu'on fait, c'est la même chose. Et pour ça, il a proposé ce concept d'engagement qu'il définit comme, alors tout simplement, la définition, c'est l'engagement, c'est le lien qui existe entre un individu, enfin, ce qu'est la personne et ce qu'elle fait. D'accord? En gros, je reviens à cette histoire, la sphère des idées de l'individu et la sphère des comportements. Eh bien, pour lui, c'est ça l'engagement. Et quand ces sphères sont reliées, la personne est engagée au sens de sa définition. Et quand ces sphères sont dissociées, l'individu n'est pas engagé. Alors de cette définition, il va dégager deux idées. En gros, c'est que
bah, seuls nos actes nous engagent. C'est nos comportements qui vont, au fil du temps, faire se rapprocher les idées et les actes. On n'est pas tellement engagé par nos idées, mais plus par nos actes. Deuxième idée, qui va être la plus intéressante, c'est qu'on peut être engagé à différents degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce lien entre la personne et ce qu'elle fait, c'est pas une loi du tout ou rien. Ce lien peut être plus ou moins fort. On peut être plus ou moins engagé. Ça veut dire que la sphère des idées et des comportements peuvent être plus ou moins éloignées. Plus elles sont éloignées, moins on est engagé au sens de la définition. Plus elles sont rapprochées, plus on est engagé. Alors une fois qu'on a dit qu'on peut être engagé à différents degrés, bah, c'est bien beau, mais encore faudrait-il déterminer qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins engagé, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ce qu'on a dans la tête et ce qu'on fait, bah, c'est en adéquation. Et c'est ça l'intérêt de la théorie de Kissler, c'est que il va définir 5 facteurs assez simples qui permettent justement d'engager les gens, c'est-à-dire d'augmenter la force du lien qui existe entre ce qu'est la personne, c'est-à-dire ses cognitions, ce qu'elle est, et puis ses comportements. Alors ces 5 facteurs, ils sont les suivants. Le premier, qui, pour Kissler, le plus important, c'est ce qu'il appelle le contexte de liberté. Ça veut dire que quand vous demandez à l'individu d'émettre un comportement et que vous le déclarez libre, vous le renvoyez à sa liberté d'action, eh bien, après coup, il va faire un lien plus fort entre ce qu'il est lui et ce qu'il a fait. Il va s'auto-percevoir comme le genre de personne qui fait ce type de comportement. Et à l'inverse, si quelqu'un émet un comportement dans un contexte de contrainte, bah là, il ne va pas être engagé, c'est-à-dire que la force du lien qui existe entre lui et ce comportement va être faible. Deuxième facteur, c'est le coût de l'acte. Même idée, hein. Plus un individu va être amené à émettre un comportement coûteux, quand je dis coûteux, ça peut être en temps, en énergie ou en argent. Plus un individu va effectuer un comportement coûteux, plus il va être amené, après coup, à établir un lien fort entre ce qu'il est lui et ce qu'il vient de faire, et donc être plus engagé. Troisième, c'est visibilité de l'acte, même raisonnement. Plus l'individu va faire un acte en présence, sous le regard d'autrui, en présence d'un grand nombre de personnes, plus après coup, il va faire un lien fort entre ce qu'il a fait et ce qu'il est lui. Donc, voilà. Donc voilà, visibilité de l'acte, plus l'individu est amené à faire un comportement visible aux yeux des autres, plus après coup, il va faire un lien fort entre lui et ce qu'il fait, et donc il sera plus engagé. Quatrième, c'est la répétition de l'acte, l'itération de l'acte. Là aussi, plus l'individu va émettre de multiples reprises un même comportement, plus au fil du temps, il va établir un lien fort entre ce qu'il est lui et puis ce qu'il fait. Donc, il sera plus engagé. Et enfin, le dernier, c'est qui se rappelle l'irrévocabilité de l'acte. Donc, même raisonnement. Plus l'individu va effectuer un comportement pour lequel il sait qu'il ne pourra pas faire marche arrière, ne pourra pas revenir en arrière, plus il va faire un lien fort entre ce qu'il est lui et ce qu'il fait. Alors, quand je dis entre ce qu'il est lui et ce qu'il fait, c'est le lien entre les cognitions et les comportements. C'est toujours cette idée-là. Alors, ces 5 facteurs-là, finalement, on va voir tout à l'heure dans des exemples qui sont assez simples à opérationnaliser. Et surtout, ce que nous dit Kissler, c'est que dans une situation donnée, plus ces 5 facteurs sont présents en même temps, plus l'engagement sera fort. Si jamais il n'y a que un ou deux facteurs, l'engagement sera moins fort que s'il y a les 5, avec une mention particulière pour ce contexte de liberté qui est pour lui central. Parce que si jamais on fait un comportement visible aux yeux des autres, mais sous la contrainte, l'engagement ne va pas pouvoir s'établir. Donc il faut qu'il y ait en filigrane quand même ce contexte de liberté. Et si c'est additionné aux autres facteurs, eh bien, on va optimiser le lien que la personne va faire avec, entre elle et les comportements. Donc l'idée, par rapport à l'écomobilité, ben, ça serait, selon cette théorie, de faire émettre des petits comportements qui respectent ces facteurs-là, en vue d'un engagement plus fort, plus durable, sur la cible qui serait avoir concrètement un comportement d'écomobilité. Alors voilà, c'est ce qu'on dit la théorie de l'engagement. Et ce que j'ai dit précédemment, c'est que malgré tout, euh, les messages persuasifs, plus ou moins bien construits, agissent quand même sur les cognitions. La théorie de l'engagement va agir un petit peu sur les deux, et ce qui va nous amener au paradigme que je vais vous présenter là, qui est le paradigme de la communication engageante,
qui est un paradigme qui va coupler les deux approches. Une approche message persuasif, une approche par comportement engageant. Et le fait de coupler les deux, ben, c'est ça qui va être le plus efficace pour obtenir un comportement cible. Par exemple, ici, avoir enfin, des comportements en faveur de l'écomobilité. Alors donc, si je résume tout ce que je viens de vous dire, ben, en fait, la communication engageante, ça consiste simplement à, dans un premier temps, faire émettre ce qu'on appelle des actes préparatoires, hein. Actes préparatoires, ça va être des petits comportements qui seraient, par exemple, pour notre objet ici, en lien avec l'écomobilité, des petits comportements. On verra des exemples tout à l'heure. Ces petits comportements, il faut qu'au mieux, ils respectent les 5 facteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Une fois que l'individu a accepté ces petits comportements dans le contexte de liberté, le plus coûteux possible malgré tout, visible, réitéré, etc., une fois que l'individu a fait ses actes préparatoires, ben c'est là qu'on va pouvoir euh, activer un message persuasif. Donc, du coup, vous voyez que là, à ce niveau-là, on a déjà la sphère des idées et des comportements. Puisque l'acte préparatoire, c'est un comportement. Le message persuasif, lui, va agir sur les convictions. Ben, cet enchaînement, cette séquence d'enchaînement, on sait depuis une vingtaine d'années qu'elle est plus efficace pour obtenir un changement d'attitude d'une part, mais aussi des comportements. Là, avec des collègues, on vient de finaliser une méta-analyse sur le sujet avec 20 ans de recul et on montre clairement que si jamais on a recours uniquement au message persuasif, on va agir que sur les attitudes la plupart du temps. Si jamais on a cette addition d'actes préparatoires et de messages persuasifs, eh ben, on va agir sur l'attitude, mais aussi sur le comportement réel. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que on agit sur les deux sphères, parce que on a fait produire un acte, derrière on a associé un message persuasif, ben là le sujet va avoir plus de facilité à faire lien entre les deux et à se sentir engagé dans la cible, qui ici sera l'écomobilité. Bon là, ça reste pour l'instant théorique. Mais je vais vous présenter 2 études qui mettent en application ce paradigme-là. Alors, ce paradigme, il a été étudié dans plein de champs divers et variés. J'ai fait, justement, dans la méta-analyse qu'on a fini, on a repéré que 3 études qui étaient directement liées à l'écomobilité. Les autres études portaient sur d'autres thématiques, mais avec des résultats similaires. Alors, c'est pour ça que je vais vous présenter juste celles qui étaient en lien avec l'écomobilité. Donc, la première, réalisé par Isabelle Richard. Alors, les participants, c'était 60 salariés, issus de 2 grandes entreprises de plus de 500 salariés. La procédure était assez simple, en fait. Dans ces 2 entreprises, ils avaient mis un kiosque de covoiturage pendant la pause déjeuner, et les individus étaient approchés au hasard, et puis on leur demandait s'ils prenaient leur voiture pour se déplacer sur un lieu de travail. Et s'ils disaient oui, eh bien, on leur proposait de participer à la démarche. Cette démarche consistait à comparer plusieurs approches. 4 conditions. Donc, une condition où on va simplement diffuser un message persuasif en faveur du covoiturage ici. Et puis, 3 autres conditions qui vont mobiliser le paradigme que j'ai présenté juste avant, à savoir le paradigme de la communication engageante. Alors, concrètement, qu'est-ce qui était fait? Alors, le tableau est un peu complexe là, mais en fait, il est simple, il se lit en ligne. En ligne, vous avez les 4 conditions. Première condition, première ligne, donc, message persuasif, bah, il y avait un diaporama qui leur était présenté pendant 20 minutes, hein. On leur présentait les avantages du covoiturage. Donc, bon, là, on agit bien sur les cognitions des gens, en se disant que bah, si on agit sur leurs cognitions, si on arrive à les convaincre, à les persuader, bah, après, ils vont faire du covoiturage. D'accord, ça, c'est le modèle classique. Et ça va être comparé à 3 conditions de communication engageante, c'est-à-dire qu'avant le message persuasif, qui sera donc, vous avez compris, le même dans les 4 conditions, mais avant ça, on va leur faire un acte préparatoire qui respecte les facteurs d'engagement au mieux. C'est-à-dire que pour les 3 conditions de communication engageante, ben, à chaque fois, ils étaient libres, hein, de faire ou pas l'acte préparatoire. Première condition engageante, on leur faisait calculer le budget énergétique, c'est-à-dire s'ils faisaient du covoiturage, ben, quel serait leur impact sur l'environnement. Donc il y avait un petit calcul qu'on leur faisait faire, donc c'est un acte qui est fait librement, qui est un petit peu coûteux, qui est visible parce qu'il y a des gens autour. D'accord, ça respecte quelques facteurs d'engagement.
Une fois qu'ils ont fait ce comportement, ben là, on va leur présenter le message persuasif. La deuxième, c'est un autre acte préparatoire qui est testé. Là, on leur demande de calculer le budget économique. Voilà, combien ils vont économiser si jamais ils font du covoiturage. Là aussi, il y a tout un système de calcul qui leur est proposé, puis ils doivent faire eux-mêmes, c'est eux qui font, hein. C'est eux qui calculent quelles économies ils feraient s'ils faisaient du covoiturage. Et ensuite, bah, il y a le message persuasif. Vous voyez qu'à chaque fois, on a un acte qui est en lien avec l'objectif écomobilité, covoiturage ici, et puis un message persuasif, ça qui est couplé. Et puis, la dernière condition, bah là, on fait faire les deux actes préparatoires, calcul du budget énergétique et économique. Donc là, on peut se dire, théoriquement, bah, c'est celui qui va être le plus engageant, parce que l'acte est réitéré, il y en a deux, c'est plus coûteux, du coup, il y a toujours cette déclaration de liberté, et ensuite, le message persuasif. Alors, quels effets ça a donné? Alors là, dans cette étude, dans les quatre conditions, à la fin du diaporama, euh, il était demandé aux participants, enfin, il leur a été proposé plutôt une liste de 8 comportements en faveur du covoiturage, et on leur demandait, parmi ces 8 comportements, lesquels vous pensez mettre en œuvre dans les prochaines semaines. Alors, je ne vais pas vous donner les 8, mais en gros, c'était je m'engage à faire du covoiturage chaque fois que je me rends au travail, parler du covoiturage autour de moi ou m'inscrire sur une base de covoiturage qui leur était proposée. Donc il y avait une série de 8 comportements et les gens pouvaient s'engager soit à faire les 8, soit zéro. Donc les scores pouvaient varier de 0 donc à 8. Et ce que ça a donné, c'est que bah, avec la condition de message persuasif, en moyenne, bah, ils ont choisi un comportement parmi les 8. Avec le calcul du budget énergétique, 3,3 parmi les 8, budget économique 3,86. Bon, pas vraiment de différence entre ces deux conditions-là, hein, qu'ils aient calculé le budget énergétique ou économique. Il y a eu plus d'engagement sur les comportements que la condition persuasive seule, mais pas de différence entre les deux actes préparatoires. Par contre, ce qui est intéressant et qui va dans le sens de la théorie, c'est que ceux qui ont fait les deux actes préparatoires, ben, eux, ils ont 6,26 sur 8. Donc, ça va bien dans le sens de cette théorie de l'engagement et du paradigme de la communication engageante, à savoir que plus on fait un acte préparatoire qui respecte les 5 facteurs d'engagement, donc ici liberté, coût, répétition, visibilité, plus le message persuasif va être efficace par la suite. Après, là, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien joli, mais là, on mesure l'intention comportementale. On ne mesure pas le comportement réel. C'est vrai. Du coup, je passe à la deuxième étude qui est par la même chercheuse, hein, toujours sur le même thème, qui va cette fois-ci euh, avoir une mesure plus comportementale de l'objectif de covoiturage. Donc, c'est sa deuxième étude. Alors ici, il y a 46 salariés d'une entreprise qui fabriquait des puces électroniques. La procédure à peu près la même que tout à l'heure, hein. Il y avait un kiosque pardon, de covoiturage qui présentait, alors ça se passe à Aix en Provence, hein. Donc ce kiosque était dans le hall de l'entreprise entre midi et 14 heures, voilà, un peu comme précédemment. Et là, cette fois-ci, c'était un peu plus simple. Il n'y avait que deux conditions. Une condition de message persuasif et une condition de communication engageante. Alors, le message persuasif, bon, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est le même message persuasif que dans l'étude précédente, hein, 20 minutes, présentant les avantages du covoiturage. Et puis ensuite, ben, on leur présentait le site de covoiturage de la CA et puis on leur expliquait comment faire pour s'inscrire, si jamais ils voulaient s'inscrire. Voilà, ça, c'est donc la condition classique. La condition de communication engageante, ici, on va faire un acte préparatoire au préalable, mais ça ne va pas être le même que dans l'étude tout à l'heure. Là, ici, on leur demande de lister les gestes écologiques qu'ils réalisent au quotidien. Donc, ce n'est pas forcément en lien avec l'écomobilité, hein. Tous les gestes en lien avec l'écologie qu'ils font dans leur quotidien. Et puis, pour chacun d'entre eux, expliquer pourquoi ils le font. Donc là, c'est un acte, toujours déclaration de liberté, c'est assez coûteux, il faut réfléchir, qu'est-ce que je fais au quotidien qui est en faveur de l'écologie. Donc ça active, c'est un comportement qui va activer déjà, je suis une personne qui fait des choses pour l'écologie. Juste après, eh bien, il y a le message persuasif, donc c'est là où ça va faire le lien entre l'acte et le message.
Et comme tout à l'heure, ben, on présente le site de l'ACA et puis l'explication sur les modalités d'inscription. Alors là, il va y avoir une mesure cette fois-ci qui va être plus proche du comportement, puisque ce que va regarder l'auteur là, c'est ben, à la fin de l'interaction, bon, les coordonnées des gens sont prises et ils vont regarder sur le site de l'ACA combien de personnes se sont inscrites sur le site de covoiturage. Voilà, donc là, on est plus proche du comportement que dans l'étude précédente. Et on voit que dans le groupe persuasion, il y a 17% au bout d'un mois qui sont inscrits, et dans le groupe après un mois, c'est 39. Alors, il y a un écart. Après, vous voyez bien que c'est pas magique non plus, puisqu'il n'y a que 39%, mais c'est quand même supérieur à la condition de message persuasif. Et donc, ce paradigme-là, à mon sens, peut être décliné de plein de façons différentes, puisque les actes préparatoires, il suffit d'imaginer des comportements qui peuvent être en lien avec l'objectif d'écomobilité et puis de l'associer à un message persuasif. En tout cas, c'est une méthode en fait qui peut être préconisée par la psychologie sociale. Voilà. Bon, moi, je me suis centré là-dessus parce que je travaille actuellement là-dessus. Il y aurait, d'un point de vue psychosocial, bien d'autres procédures qui pourraient être imaginées. Mais celle-là me paraît intéressante parce que la théorie est assez simple. L'opérationnalisation l'est aussi et avec des résultats qui sont assez faciles à obtenir. Là, je m'appuie, là, quand je dis ça, toujours sur la méta-analyse qu'on vient de faire. Alors, pour ceux qui ne savent pas, une méta-analyse, ça consiste à compiler toutes les recherches sur un thème donné et puis à évaluer l'importance de l'effet et dans quelles conditions elle est plus efficace. Et notamment, ce qu'on a pu montrer dans cette méta-analyse, c'est que, en fonction des expériences qui étaient prises en compte, ben, plus il y avait un nombre de facteurs d'engagement important, plus le changement de comportement était important également. Voilà. J'ai été un peu rapide, j'espère que ça a été pas trop vite, et puis je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Alexandre. Je vous invite à noter vos questions dans le chat si jamais vous en avez. Mais on a déjà une première question sur l'étude 1. Ouais. Samira demande combien on choisit librement la communication engageante numéro 3. Ah, combien ont accepté de Oui, faire les deux actes préparatoires? oui, c'est ça. Alors, c'est pas précisé dans l'étude. C'est pas précisé dans l'étude, mais par contre, la question est très pertinente parce qu'effectivement, si jamais, sur 100 personnes, vous avez qu'une seule personne qui accepte l'acte préparatoire, on voit bien que ça va pas marcher. C'est pour ça que, quand je disais tout à l'heure il faut que l'acte préparatoire soit le plus coûteux possible, mais bien sûr en étant accepté par une majorité, au moins 80% des gens. Parce que si vous avez qu'une personne sur 100 qui accepte l'acte préparatoire, bah, vous avez 81% qui vont pas pouvoir être engagés. Donc la subtilité, c'est d'arriver à déterminer les actes préparatoires qui soient le plus coûteux possible, mais tout en étant acceptés par la majorité. Et effectivement, dans cette étude, c'est une des limites, c'est que l'auteur ne précise pas combien de personnes ont accepté l'acte préparatoire. Y a-t-il d'autres questions si vous voulez lever la main pour prendre la parole, si c'est plus facile et plus simple que d'écrire dans le chat? Non? Moi j'ai une question. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'actes préparatoires qui peuvent être mis en place, d'autres choses qui ont été testées dans la littérature? Ouais. Oui, oui, il y en a plein. Un truc qui marche pas mal, c'est ce serait par exemple de demander aux gens de rédiger un argumentaire pour convaincre quelqu'un de faire du covoiturage, par exemple. Voilà, ça c'est un truc qui est souvent utilisé, alors, pas pour le covoiturage, mais pour plein d'autres choses, et ça marche pas mal. Ça peut être aussi signer une pétition en faveur d'eux, mais ça c'est un engagement qui est un peu faible, il faut le coupler avec d'autres actes, mais ouais, il y a des choses comme ça. Plus ça va mobiliser des ressources cognitives aux participants, plus ça va être engageant. Euh, ouais, rédiger un argumentaire, créer un slogan, ouais, là, ça peut être très créatif, hein. L'idée, c'est que d'avoir en tête les 5 facteurs d'engagement et de voir quel acte préparatoire pourrait correspondre aux ces 5 facteurs-là, tout en étant accepté par la majorité.
Est-ce qu'il y a une recommandation sur le temps que prend l'acte préparatoire par rapport au message persuasif? Là, on voit que c'est déjà 20 minutes de diaporama Oui. sur le message persuasif, ce qui est relativement long. Ouais. Est-ce que l'acte préparatoire doit être forcément court ou limité dans le temps? Est-ce qu'il y a des recommandations là-dessus? On revient à la question de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que plus il est long, plus il va être engageant, mais plus il y a de chances d'être refusé. Donc, alors, généralement, c'est assez court, hein. Là, j'ai plus de mémoire. L'acte préparatoire était bien plus court que les 20 minutes, hein. Mais effectivement, plus il va être long, plus il va être coûteux, donc engageant. Mais je reviens sur le point de tout à l'heure. Mais s'il est trop coûteux, il va être refusé. Donc ça, c'est aussi, souvent, on fait des pré-tests. On pré-teste pour voir le taux d'acceptation, le temps que ça prend, etc. Théoriquement, plus c'est long, plus c'est engageant, mais avec la limite qu'il ne peut pas être refusé. Moi, d'expérience, hein, ces actes préparatoires qui prennent toujours de 1 à moins de 10 minutes, quoi. Voilà. Généralement, c'est ça. Moi, j'avais une question également. On a mené une expérimentation l'an dernier et Oui, on a vu très concrètement auprès de l'entreprise et de la collectivité avec laquelle on a travaillé que, il y avait un enjeu à ce que l'expérimentation ou enfin en tout cas l'opération en lien avec l'écomobilité soit portée par la direction, que ça soit incarné, que ça soit voilà, qu'il y ait par exemple un événement de lancement, etc. À quel point ça vient ou non agir sur la liberté ouais. qui était une des conditions? Je me posais cette question. Bah oui, bah, si jamais c'est une injonction de la hiérarchie, on voit bien que le contexte de liberté n'est pas là et donc c'est pas engageant. Ok. Donc il y Donc a c'est si c'est la pas, direction qui enjoint mais que c'est pas obligatoire, ah ça bah oui, respecte la condition. par définition, tout ce qui est obligatoire va désengager, hein. Ok. Après, voilà, je veux dire, tu fais référence à une étudiante de l'an dernier. Alors j'ai relu le mémoire, c'est pas moi qui l'ai encadré, où effectivement elle a essayé de reprendre les conditions de l'étude 1, elle n'a pas eu d'effet. Donc c'est pas magique, encore une fois. Et en relisant, alors il n'y a pas tous les détails méthodologiques, mais quand même ce que j'ai remarqué, c'est que sur l'attitude vis-à-vis du covoiturage, il y avait une mesure avant l'expérience et après l'expérience. Et on voit que déjà avant l'expérience, ils ont tous des scores quasiment au taquet, quoi. C'est-à-dire que sur 1 à 5, ils ont plus de 4. Donc je pense qu'il y a eu un biais d'échantillonnage là, puisque les gens qui ont été pris dans l'expérience sont déjà des gens qui avaient des attitudes très élevées. Et donc, du coup, Ok. l'intervention n'a pas pu amener de plus-value. C'est mon analyse, j'ai Ok. relu ce matin, c'est mon analyse. Ok. Très Je bien. ne Je sais pas comprends. comment les participants ont été recrutés, mais en tout cas, c'est raisonnable de C'est penser que un c'était des déjà enjeux. des gens qui étaient trop proches de l'objectif pour que la communication engageante vienne rajouter quelque chose de Ok. supplémentaire. On a également une question de Laura qui nous demande si vous avez des préconisations pour faire maintenir l'engagement sur la durée. Alors, le top, c'est de faire des piqûres de rappel avec plein d'actes préparatoires, en fait. Plus vous allez faire d'actes préparatoires, c'est un des facteurs d'engagement, d'ailleurs, la répétition de l'acte. Plus vous allez répéter au fil du temps des actes préparatoires, plus petit à petit, ce lien entre ce qu'est la personne et ce qu'elle fait va se renforcer. L'exemple classique, je parlais du don du sang tout à l'heure. Je vous disais donc plus de 94% des Français sont favorables à donner leur sang, et qu'en réalité, chaque année, l'Établissement français du sang nous dit qu'il n'y a que 3% qui le font. Et en fait, ces 3%, l'Établissement français du sang repère que c'est toujours les mêmes. Parce qu'ils ont répété cet acte-là, qui devient une habitude, en fait. Et du coup, ils sont très engagés. Par contre, le problème de l'établissement français du sang, c'est d'avoir de nouveaux donneurs, qui eux, ils sont engagés à ne pas donner leur sang, puisqu'ils ils l'ont jamais fait. Donc, pour répondre à la question, oui, pour la durée, sur le temps, l'engagement a un effet globalement assez intéressant sur le temps, mais ce qui va jouer cette faveur-là, c'est le fait de pouvoir euh, confronter les sujets à une série d'actes préparatoires au fil du temps. Là, il n'y a pas de micro. Super. La mise en place du forfait mobilité durable est un levier puissant, mais ça ne marche pas pour le don du sang, effectivement. Alors, sur le don du sang, il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place. Ouais. Euh, Alexandre l'a mentionné rapidement dans le cadre du projet européen donc, dans lequel je travaille
et qui est copiloté entre l'Université de Bordeaux et Bordeaux Métropole. On a fait appel à une stagiaire en psychologie sociale pour nous aider à mener une expérimentation sur la réduction de l'autosolisme, à la fois à Bordeaux Métropole et dans un pôle de Orange à Pessac. Sachez que si jamais cette thématique de la psychologie sociale vous intéresse, si vous avez envie d'avoir un stagiaire ou une stagiaire dans vos équipes pour travailler sur ces questions-là, le master dirigé par Alexandre Pasquale propose des stagiaires. Alexandre, si vous voulez en dire Oui, oui, tout à deux fait. mots. Je ne l'ai pas dit au début. Oui, je suis responsable du master sciences du comportement et de la prise de décision. Et dans ce cadre-là, oui, bah, nos étudiants, dans le cadre de leur formation, sont amenés à faire des stages de 500 heures. Euh, L'objectif, il est, je vous dis exactement ce qu'on leur dit dès le début de l'année, quel que soit le lieu de stage, quel que soit le lieu de stage, c'est de repérer une problématique ou un comportement à changer dans une structure, de mobiliser le bagage théorique et méthodologique qui permettrait d'y répondre, et surtout d'évaluer les effets. Voilà, ça c'est la plus-value, c'est que nos étudiants, on les oblige en fait, pas simplement à proposer une intervention, ils doivent, au regard de la littérature et de la méthodologie, qu'on leur enseigne, mettre en place quelque chose qui soit le plus pertinent possible, et surtout d'évaluer les effets. Donc, effectivement, ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous qui auraient des objectifs de changement de comportement divers et variés, parce que là, on est sur l'éco-mobilité, mais ça peut s'adapter. On a des thématiques très diverses. En tout cas, voilà, ouais, c'est l'objectif de la formation, c'est de les amener à faire tout ce travail-là, de dégager préciser le comportement qu'on veut changer, mettre en place une intervention et en évaluer les effets. Super, merci pour les précisions. Pour votre information, à l'issue de cette expérimentation qu'on a menée donc dans le cadre de ce projet européen l'année dernière, on a pu rédiger un livrable très pratique issu de cette expérimentation. Et c'est un document qui vous permet d'accompagner la mise en place d'une opération coup de boost dans votre entreprise pour favoriser le passage à une mobilité durable. Ce document fait notamment ça mentionne les meilleures périodes pour lancer une opération de ce type dans votre entreprise. Ça vous donne des indications sur les partenaires du territoire que vous pouvez solliciter. Ça vous donne également des informations sur une stratégie pas à pas. Comment est-ce que je construis cette opération-là dans mon entreprise? On vient de vous mettre le lien dans le chat et il vous sera également envoyé par mail à l'issue du webinaire. On a un autre commentaire dans le chat de Samira qui dit qu'elle est intéressée pour un éventuel stage. Comment est-ce qu'on vous contacte, Monsieur Pasquale? Par mail. Par mail. Moi, généralement, là, je reçois des offres de stage plus ou moins détaillées. Après, voilà, nos étudiants, le premier objectif, c'est de bien cerner le problème de la structure qui les prend en stage, bien se mettre d'accord sur l'objectif du changement de comportement qu'on veut. Voilà. Bon, après, voilà, moi, je reçois des offres de stage à couper tout au long de l'année, plus ou moins détaillées, mais c'est toujours retravaillé de toute façon à l'étudiant dès le démarrage du stage. Donc, il faut juste m'écrire. Bon, mon mail, c'est alexandre.pasquale@u-bordeaux.fr, mail de l'université. Et, et puis ensuite, moi, je diffuse aux étudiants. Voilà, là, j'en ai reçu encore une hier. Je diffusais pour les étudiants qui sont en Master 1 cette année, qui vont intégrer le Master 2. Là, ils sont en train de chercher. Super. Merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres questions, nous allons pouvoir clôturer ce webinaire donc, sur le changement de comportement et l'apport de la psychologie sociale sur les questions d'écomobilité. C'est tout bon. Merci Ok, à toutes et tous pour ben, votre participation et vos questions. merci à vous. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée.